Premier point d'information en ce 1er décembre 2021. Bonjour, bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce mardi successivement avec l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le vice-président de la Sierra Leone. Le diplomate nippon, en fin de mission, est venu faire ses adieux au chef de l'État. Quant au vice-président sierra-léonais, il dit être porteur d'un message de son président. Le reportage de Awa Touré. L'intégration sous-régionale, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée en est la parfaite illustration. Conduite par Côte d'Ivoire Énergie, ce projet vise à établir un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest africaine et à sécuriser l'approvisionnement en électricité des pays concernés. Le vice-président sierra-léonais Mohamed Julde Diallo, au nom du président Julius Maada Bio, a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour la matérialisation de ce projet avant de saluer son leadership en matière d'intégration africaine. Le projet Transco-CLSG, ce projet qui lie Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée, ça nous permettra d'avoir d'ici quelques années 26 mégawatts. Là, on va commencer avec 10 mégawatts qui va progressivement aller sur 27 mégawatts. Et ça va nous permettre, en tant que pays Sierra Leone, pour électrifier la zone sud-est de Sierra Leone. Ça, c'est la zone minière. Avec ces genres de projets, ça va aider la Sierra Leone à développer une sorte de capacité nationale pour la production, aider les moyens et petites entreprises et aussi améliorer la vie des Sierra-Léonais. En fin de mission, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire est venu faire ses adieux au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour le diplomate nippon de faire avec lui le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures routières et de l'électricité. J'ai abordé le bilan de la coopération du développement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs projets qui sont en train et bientôt commencer. Par exemple, la phase 2 de la construction de l'échangeur amitié ivoiro-japonais et puis la construction de 3 échangeurs sur boulevard François Mitterrand. Et en ce qui concerne le projet de renforcement de réseau électrique sera bientôt entamé. L'ambassadeur Kuriamitsu Hideaki s'est par ailleurs réjoui de l'entrée en vigueur de l'accord de promotion et de protection des investissements privés ainsi que la création du comité d'aménagement et d'amélioration du climat des affaires. De l'électricité en Guinée en provenance de la Côte d'Ivoire. Le pays vient de signer un contrat d'achat d'énergie avec la Guinée, une convention qui consiste pour la Côte d'Ivoire à fournir pendant une période de 3 ans renouvelable de l'électricité. Jean-Louis Bambo. Par cette signature de contrat d'achat d'énergie, la Guinée fait son entrée dans le cercle des pays approvisionnés par la Côte d'Ivoire en électricité. Cette année, la Côte d'Ivoire doit fournir 11 mégawatts à la Guinée, la même quantité en 2022 et en 2023, soit 84 gigawatts par an. La Côte d'Ivoire, dont la capacité de production a connu une augmentation de 60% durant la dernière décennie, renforce ainsi un peu plus son ambition d'être le hub énergétique de la sous-région ouest-africaine. C'est une joie pour la Guinée, un espoir pour nos populations, aussi reculées que la ville de Zérékoré, d'accéder enfin à une électricité de qualité et en quantité. L'intégration sous-régionale est possible à travers l'interconnexion électrique de nos pays. Si cette signature s'inscrit dans le cadre du projet d'interconnexion électrique dans la CEDEAO, pour le gouvernement ivoirien, il s'agit d'une marque de confiance de la part de l'État guinéen en la Côte d'Ivoire. Une partie de l'électricité distribuée dans la République de la Guinée proviendra de la Côte d'Ivoire. C'est donc une partie de la souveraineté de cet État que les hauts responsables de la République de Guinée nous accordent.
C'est donc la preuve d'une grande confiance. La Côte d'Ivoire exporte un peu plus de 11% de sa production d'électricité. Les pays qui s'approvisionnent en Côte d'Ivoire sont le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Mali. Autre volet de l'actualité, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, en visite aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le renforcement de la coopération au cœur de ce rendez-vous. Une coopération née dans les années 90 de la volonté des présidents Félix Houphouët-Boigny et Nelson Mandela. Retour justement sur ce qui lie la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud dans cet élément de Mama Traoré. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Les sillons de la coopération ont été tracés par deux grandes figures politiques du continent, feu les présidents Félix Houphouët-Boigny et Nelson Mandela. Alassane Ouattara était alors Premier ministre de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui président de la République, il entend revitaliser les relations diplomatiques établies avec la nation arc-en-ciel depuis le 21 mai 1992. Une vision que partage son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa en fonction depuis le 14 février 2018. Entre les deux pays, aucun visa n'est requis pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services pour un séjour n'excédant pas 30 jours. Il existe aussi une convention de coopération pour la gestion technique du parc animalier d'Abo-Kwamekro, signée le 26 juillet 1990. Mais il faut aller plus loin. C'est d'ailleurs pourquoi Abidjan a abrité en octobre dernier la première session de la Grande Commission mixte Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Sur le plan économique, le volume des échanges s'est situé à plus de 370 milliards de francs CFA en 2020 contre 291 milliards en 2019. Il est à noter aussi la présence d'entreprises sud-africaines dans les secteurs ivoiriens des mines, des banques et de la téléphonie mobile. Mais ces chiffres sont bien en deçà du potentiel respectif des deux pays, l'Afrique du Sud étant le seul pays africain membre du G20, le groupe des 20 premières économies mondiales, et la Côte d'Ivoire, un pays qui enchaîne les performances économiques ces 10 dernières années. La visite officielle de Cyril Ramaphosa à Abidjan s'annonce donc prometteuse pour l'avenir des relations ivoiro-sud-africaines. En bref et en image, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a parrainé à la cérémonie de lancement de la campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue ce mardi aux deux plateaux à Cocody. Au cours de son discours, l'épouse du chef de l'État a invité les acteurs agissant dans le domaine à mutualiser leurs actions afin de résorber durablement le phénomène d'enfants en situation de rue. C'est une initiative du réseau des femmes élues locales de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC et le ministère de la Femme, de l'Enfant, de la Famille. La validité de la carte nationale d'identité établie en 2009 prend fin ce 31 décembre 2021. Avant cette date, le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification invite les populations à se mettre au goût du jour. L'ONESI est prête à accueillir tous les requérants et délivrer de nouvelles pièces d'identité dans les délais requis, a-t-il déclaré. Souleymane Donisongo, Godefroy Okambawa. Après plusieurs reports, la validité des cartes nationales d'identité émises en 2009 arrive à son terme le 31 décembre 2021. Le 1er janvier 2022, les détenteurs de ces cartes d'identité ne pourront plus les utiliser. Le directeur général de l'ONESI les invite à se faire enrôler pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité biométrique. À un mois de l'échéance du 31 décembre 2021, je lance un appel à tous les Ivoiriens à se rendre dès maintenant dans les centres de l'ONESI pour se faire enrôler, mais également pour ceux d'entre eux dont les demandes n'ont pas débouché sur la production des titres, je les invite à se rendre dans le centre le plus proche ou d'appeler notre call center au 1340 afin de s'enquérir du statut de leur demande. Évitez les files d'attente, faites-vous enrôler maintenant. Sitioni Kafana revient sur les spécificités et avantages de la nouvelle carte d'identité biométrique. Cette CNI comporte pour la première fois un numéro national d'identification qui est exigé dans l'accomplissement des actes de la vie civile, conformément au décret 2019-462 du 22 mai 2019. Par exemple, ce numéro sera exigé progressivement pour l'obtention des permis de conduire, pour tout abonnement, CIE, SODECI, l'ouverture d'un compte bancaire, etc. La nouvelle CNI facilitera également l'accès à plusieurs services électroniques. Le directeur général de l'ONESI tient à rassurer les populations
Sa structure est prête à accueillir l'ensemble des requérants et de traiter leurs dossiers dans les délais pour la production de nouvelles cartes d'identité biométriques. Ouverture de l'atelier de validation de l'avant-projet de décret portant un régime de formation professionnelle des fonctionnaires et agents de l'État. Il s'agit pour les gestionnaires des ressources humaines et organisations syndicales de réviser le décret de 1995 en vue de l'adapter aux besoins actuels de l'administration publique en termes de formation. Les détails de Kraskando. Le système de gestion de la formation continue en cours est malheureusement en total déphasage avec les défis de modernisation et de performance de notre administration. Pour changer la donne, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration veut repenser le décret portant régime de la formation professionnelle des fonctionnaires et agents de l'État qui date de 1995, d'où cette rencontre qui réunit gestionnaires des ressources humaines et organisations syndicales. Objectif, définir les mécanismes de sa mise en œuvre. On a constaté que depuis un certain nombre d'années, on a un peu délaissé la formation, d'où le cadre juridique aussi qui a été un peu abandonné. Ça ne suffit pas, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas intégré et ça ne donne pas le résultat qui est recherché. Voilà pourquoi il faut revisiter tout ce cadre et faire en sorte d'affirmer le droit. Il ne faut pas que accéder à une formation soit une faveur, une fleur qu'on fait à un agent, mais ce soit un droit et qui s'inscrit dans la vision de la performance de l'unité administrative. Nous ne sommes pas là seulement pour revendiquer, mais aussi pour booster, pour encourager les uns et les autres à pouvoir vraiment se faire former et aussi être véritablement outillés pour pouvoir relever les défis. Une réforme qui s'inscrit dans le cadre du Programme national de développement 2021-2025. Notre pays s'est engagé dans la mise en œuvre de réformes destinées à moderniser les services publics, dans la perspective de leur transformation structurelle et de l'amélioration des prestations servies aux citoyens. L'atteinte de ces objectifs appelle résolument au renforcement des capacités institutionnelles, redynamiser la formation professionnelle en offrant à tous les fonctionnaires et agents de l'État des possibilités multiples d'acquérir, de maintenir et d'améliorer leurs compétences pour un service public de qualité. C'est ce à quoi veut aboutir la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Dans le reste de l'actualité, la Cour suprême des États-Unis examine ce 1er décembre 2021 un recours de l'État du Mississippi au sujet d'une loi qui vise à limiter l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. L'État du sud des États-Unis demande tout simplement à la plus haute juridiction du pays d'annuler sa jurisprudence qui garantit le droit à l'avortement. Le Canada, en réponse à la menace du nouveau variant Omicron du coronavirus, a interdit ce mardi l'entrée sur son sol aux voyageurs en provenance de Nigeria, du Malawi et de l'Égypte, portant à 10 le nombre de pays d'Afrique bannis par Ottawa. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et surtout avec beaucoup de paix dans vos foyers.